Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le marché Saint-Maur de Boucotte, c'est à Ziguinchor, visité par les flammes en début de matinée. Les dégâts sont énormes. Plusieurs cantines réduites en cendres, commerçants, riverains. Tous étaient mobilisés pour apporter main forte aux sapeurs-pompiers qui avaient du mal à accéder au lieu du sinistre, faute de voies d'accès. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête. Il y a quelques mois de la présidentielle, la Direction générale des élections capacite les mandataires des partis politiques, des coalitions de partis et des personnes indépendantes sur la constitution et le dépôt de dossiers de candidature. Les dépôts démarrent le 29 décembre prochain et en attendant la dernière manche ou l'avant-dernière manche pour l'opposant Ousmane Sonko se jouera mardi prochain. Le tribunal d'instance hors classe de Dakar a fixé la date de l'audience spéciale prévue pour examiner sa requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorale. Et en marge à la semaine nationale consacrée à la petite enfance lancée hier, la rédaction s'intéresse ce soir à l'éducation des tout-petits en enfants qui insultent. Vous avez sûrement eu à y faire face. Comment le prenez-vous? Inconscience ou manque d'éducation? Des questions qui ont été posées dans ce journal. Et comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous fait découvrir ce soir une spécialiste des perles, Oumifal, fait avec des perles, toutes sortes d'accessoires. Une avant-dernière manche pour l'opposant Ousmane Sonko. Le tribunal d'instance hors classe de Dakar a fixé la date de l'audience spéciale prévue pour examiner la requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. C'est prévu mardi 12 décembre 2023 à 8h30 à la salle 4 du palais de justice de Lat Dior, suite du renvoi de la Cour suprême qui a cassé et annulé la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye. Vue de la présidentielle de février prochain, la Direction générale des élections a tenu ce mardi avec des mandataires des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques et des personnalités indépendantes un atelier de partage sur la constitution et le dépôt de dossiers de candidature. Le tirage pour établir l'ordre de vérification des parrainages est prévu le 28 décembre prochain et les dépôts de candidature se feront à partir du 29 décembre. Les détails avec Papa Bokarambawa. Le tirage au sort pour l'ordre de contrôle des parrainages est prévu le 28 décembre et la procédure de contrôle des parrainages aura lieu du 29 décembre au 18 janvier 2024 d'après Biram Sen, directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections. Pour la date qui a été retenue à titre indicatif par le Conseil constitutionnel, c'est le 28 décembre prochain. Et maintenant, pour également la date pour commencer la vérification, le travail de la commission, c'est du 29 décembre au 18 janvier 2024. Cette formation, faite à l'approche de chaque présidentielle, va aider les mandataires à constituer leur dossier. Mais pour cette fois-ci, il y a quelques nouveautés, selon Biram Sen. Le Conseil constitutionnel a décidé, dans sa décision, de faire le tirage au sort. Mais ce tirage au sort sera effectué après le dépôt des dossiers de candidature. Et ce tirage au sort maintenant qui va déterminer l'ordre de contrôle des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. À travers cette formation, les candidatures indépendantes sont édifiées sur leur statut, d'après Mbaingom, mandataire du candidat indépendant Serigne Mboup. Pour notre entité, c'est une entité indépendante. Le président Serigne Mboup sera porté par un groupe de personnes indépendantes qui n'ont jamais fait de la politique. Donc lors de la formation, ils ont bien expliqué qui peut être indépendant. C'est une personne qui n'a pas fait de politique, qui n'a politique depuis 12 mois, donc depuis un an. À travers cet atelier organisé à moins d'une semaine des dépôts de candidature pour la présidentielle, les candidats issus des partis ou coalitions politiques de la société civile sont assez outillés pour préparer les joutes électorales à venir.
Je vous le disais dans les titres, le marché Saint-Maur de Boucotte, c'est dans la région de Ziguinchor. Et bien, il a été visité par les flammes. Très tôt ce matin, des dégâts énormes ont été enregistrés. Plusieurs cantines ont été réduites en cendres pour commerçants, riverains et même passants. Tous étaient mobilisés pour apporter main forte aux sapeurs-pompiers qui avaient du mal ce matin à accéder au lieu du sinistre, faute de voies d'accès. Une enquête a été ouverte selon les autorités. Voici les explications d'Erasme Sambou, commandant du groupement d'incendie. Il est au micro de nos correspondants Hassanba et Daouda Sambou. Le centre principal d'incendie et de secours de la 41e compagnie a été alerté aujourd'hui à 7 h pour un feu au marché Boucotte de Ziguinchor. Alors les secours se sont aussitôt rendus sur les lieux. À l'arrivée, il s'est agi d'un feu de magasins, de plusieurs magasins, sur une emprise de 4000 mètres carrés environ. Alors, les opérations d'extinction ont été aussitôt entreprises, ce qui nous a permis de circonscrire le plus rapidement possible le feu et pour aboutir à son extinction à 10h05. Donc, il y a quand même une situation qui a facilité notre intervention, c'est-à-dire la présence de bouches d'incendie au niveau du marché, ce qui nous a permis d'avoir en permanence de l'eau pour l'extinction du feu. Mais nous avons quand même rencontré quelques difficultés relatives à l'accessibilité. Et pour mener à bien cette opération, nous avons engagé 40 gradés et sapeurs et 3 engins pompes. Voilà, et le feu a été éteint au moins de 5 petites lances. Les dégâts sont importants, voilà, et ils concernent des denrées alimentaires, des habits et aussi des produits cosmétiques. Bon, pour le moment, on est en train de quantifier, mais on n'a pas encore terminé. Parce que le feu, voilà, on a éteint le feu, mais il reste encore d'autres opérations. Nous sommes en train de faire le déblai, le dégarnissage et le refroidissement. Et cela se fera après. Le feu est complètement éteint. Voilà. Pour des mesures de précaution, il va falloir qu'on continue le déblai, le dégarnissage et le refroidissement, voilà, pour éviter qu'il y ait une reprise de feu. Dans l'actualité également, la plateforme composée des organisations syndicales du secteur de la pêche, de la marine marchande et de l'offshore du Sénégal dénonce un manque d'égard de la direction de l'Agence nationale des affaires maritimes. La plateforme exige également l'application des dispositions, des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Ils ont fait face à la presse. C'était en présence d'Ibrahim Dramé. Plusieurs syndicats de mareyeurs sont montés au créneau pour exprimer leur frustration face à leurs difficiles conditions de travail. Ils ont résumé en quelques points les maux qui gangrènent le domaine maritime sénégalais. La non-application des dispositions des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal concernant la rémunération des marins sénégalais et leur bien-être à bord, et ces accords datent de l'année 2007. Le non-reversement des cotisations sociales, IPRES et caisses de sécurité sociale, dénoncé depuis des années, sans la réaction de nos autorités maritimes. Les marins se sont aussi plaints du licenciement abusif dont ils sont victimes, au moment où les jeunes sont en train de mourir en mer parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi chez eux. Il y a une société de placement qui s'appelle RMO, qui a licencié 9 marins sénégalais. Et l'année passée, au même moment, il a licencié 20 marins sénégalais. Ce qui est inadmissible. Et si je vous dis c'est dans quel domaine, c'est dans le domaine du catering, c'est inadmissible que ça se passe dans ce pays. Au moment où les jeunes prennent les pirogues pour aller vers l'étranger, au moment où le gouvernement ne dort pas à cause de l'emploi. Trop c'est trop, voilà les cris de cœur lancés par les mareyeurs du Sénégal. Ils appellent les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes. Au cas contraire, ils passent à la vitesse supérieure.
Et à Diamniadio, plusieurs centaines de propriétaires dans l'inquiétude après la mise en place de nouvelles bornes dans le lotissement de Denis Malik Gueye, de nouvelles bornes sur un site déjà loti, habité et en construction. Les habitants de Denis Malik Gueye dénoncent le projet de construction d'un complexe qui serait, selon eux, à l'origine de cet acte. Babacar Seck. L'inquiétude s'installe chez les résidents et les propriétaires du lotissement de l'extension de Denis Malik Gueye dans la commune de Diamniadio. De nouvelles bornes sont implantées alors que le site est déjà habité. On ne peut pas venir faire une exploration sur une propriété privée. Il y a une violation de domicile et il a procédé à des destructions de biens privés, ce qui est extrêmement grave parce qu'il y a des bornes qui ont été enlevées et de nouvelles bornes qui ont été implantées dans des maisons en construction. Ça est inacceptable, cela est inacceptable. Alors, pour ne pas créer de problème, nous avons été voir au niveau de Rufisque, les autorités qui s'occupent de la surveillance du sol. On a été voir le sous-préfet et on a été voir au niveau de la mairie. Malheureusement, le maire, à ce jour, on ne l'a pas rencontré. La construction d'un complexe sur 1 hectare serait prévue sur le site. Cependant, les résidents disent niet. Comment peut-on donner un bail sur un lotissement qui date de 2006 avec des titres administratifs? Il y a des constructions, il y a plus de 300 maisons qui sont là. Tout à l'heure, vous pourrez voir ça. Ça, nous ne pouvons pas le comprendre et nous sommes déterminés à défendre notre bien. Comment un croyant peut-il venir implanter, disons, une structure une mosquée sur des terrains qui sont déjà habités et sur des terrains qui appartiennent à d'autres croyants comme lui? Nous ne pouvons pas comprendre ça. Ce n'est pas normal. Le lotissement de Denis Malik Gueye, qui se trouve à proximité du pôle urbain de Diamniadio, compte des centaines de parcelles, dont certaines sont déjà construites. Et puis ce matin, le président de la République, Macky Sall, a procédé à l'inauguration de la nouvelle cité Baraka de Liberté 6. Elle compte 11 immeubles, plus de 200 appartements pour 1200 habitants. La réalisation de cette cité entre dans le cadre du programme Zéro bidonville à l'horizon 2035. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Mamsene Boubabou. Le programme Zéro bidonville est en marche. La construction de la cité Baraka en est l'illustration. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Fatoumata Sy, des larmes aux yeux, elle exprime toute sa joie. Monsieur le Président, nous les femmes de Baraka rencontrions d'énormes difficultés, surtout en période de saison des pluies. Les eaux s'abattaient sur nous ainsi que sur nos enfants. Donc rien que pour ça, nous, la population de Baraka, vous remercie de nous avoir permis d'avoir des logements. Plus de 1000 habitants vont en profiter. Baraka est passé de bidonville à une cité. L'édile de la ville salue cette réalisation. En l'absence d'un habitat décent, il est difficile d'élever des enfants, d'éviter certaines maladies et surtout de vivre en sécurité. L'habitat décent est un moyen de garantie de la dignité des personnes. En offrant à nos concitoyens des logements sûrs, nous contribuons directement à renforcer la sécurité de notre commune. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé. Les habitants applaudissent le président de la République qui leur a permis d'avoir des logements décents. Macky Sall leur demande de préserver ce bijou. Chère population de Baraka, ces logements sont à vous. Veillez à en faire bon usage pour relever le défi de l'entretien. J'engage toutes les parties prenantes au respect des obligations stipulées dans les contrats signés, y compris le paiement régulier des frais de participation symboliques aux charges d'entretien et de gestion des immeubles. La cité Baraka a retrouvé sa Baraka après la construction de 11 immeubles de 210 appartements. Les conditions de vie des populations ainsi que leur sécurité nettement améliorées.
Direction Touba à présent, la ville sainte a réceptionné son unité de pré-traitement de déchets plastiques d'une capacité de traitement de 3 tonnes jour. Cette unité va contribuer à réduire le péril plastique et à générer des revenus et des emplois verts, selon le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique qui a présidé la cérémonie. Les précisions à Touba de nos correspondants Gorandaklo et Tiernofaye. En partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte, le gouvernement du Sénégal, à travers son projet de gestion des déchets plastiques des eaux usées dans les villes secondaires, a doté de Touba une unité de pré-traitement des déchets pour le recyclage et la revalorisation. Abdoulaye Seydou Sow est le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. L'unité de pré-traitement de plastique pilote permettra d'une part de tester le développement de l'économie circulaire autour des déchets plastiques dans la ville de Touba, d'autre part d'expérimenter le tri des déchets à domicile, mais surtout d'organiser et de former les acteurs, notamment les récupérateurs et les charretiers. Un projet évalué à 200 millions de francs CFA si l'on en croit le directeur général de la SONAGED, qui revient d'ailleurs sur l'utilité de la gestion des déchets plastiques. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle un centre de regroupement et de commercialisation, qui est en fait une infrastructure intermédiaire entre les ménages et les sites d'enfouissement technique. Parce qu'en fait, les centres de regroupement et de commercialisation ont pour objectif de créer de la valeur à chaque étape de la collecte et du transport des déchets. Donc à partir d'ici, les déchets qui n'ont pas de valeur, les déchets ultimes seront amenés au centre d'enfouissement technique et l'ensemble de ce qui pourra être valorisé le sera pour être ensuite reversé vers des filières de valorisation. Développer un système intégré de gestion des déchets pour accélérer le progrès des villes secondaires, objectif de l'unité de pré-traitement installée dans la capitale du mouridisme. Et pendant ce temps, une délégation du ministère ivoirien de l'assainissement séjourne au Sénégal pour s'imprégner de la stratégie de notre pays en matière d'eau et d'assainissement. Les autorités ivoiriennes comptent s'inspirer du modèle sénégalais pour établir une meilleure politique d'assainissement pour leur pays. Voici à ce propos Hélène Bragori-Akoli, directeur de l'assainissement rural de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les défis sont énormes. On vient à côté voir nos frères, comment ils font pour accélérer l'accès. Les journées mondiales des toilettes qui ont eu lieu le 19 novembre cette année, le thème était accélérer le changement. Comment on accélère le changement au Sénégal? Comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour accélérer le changement en Côte d'Ivoire? Nous sommes là. Nous sommes des élèves. Nous sommes des apprenants. Nous voulons voir ce qui est fait dans les villages du Sénégal. Nous voulons voir ce qui est fait dans les grosses communautés, en ville, partout. Nous sommes là, nous sommes curieux. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour prendre le meilleur de ce que nous voyons et de voir comment implémenter en Côte d'Ivoire. Nous sommes vos élèves. Nous sommes vos étudiants. Nous sommes là pour apprendre. Après avoir été fermé pendant 1 an pour sa réhabilitation, le pont Moustapha Malick Gaye est à nouveau ouvert à la circulation. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, qui a d'ailleurs annoncé la construction d'un deuxième pont à Saint-Louis. Les précisions de Momar Alisnian. 12 mois de fermeture pour des travaux de réhabilitation, le pont Moustapha Malick Gaye, reliant l'île de Saint-Louis à la langue de Barbarie, vient d'être ouvert à la circulation. C'est des travaux qui ont duré à peu près 12 mois, avec, comme je l'ai tantôt dit, un investissement de 1 milliard dans le cadre du programme des ponts et autoponts, dont Saint-Louis a eu à bénéficier, avec aussi la réhabilitation du pont Faidherbe. Donc, c'est 12 mois d'arrêt, c'est 12 mois de mobilité un peu difficile entre l'île de Saint-Louis et la langue de Barbarie. Aujourd'hui, donc, le pont est ouvert, les voiries connexes ont été réalisées au grand bonheur des populations de Saint-Louis, au grand bonheur des usagers.
Pour renforcer la mobilité dans la vieille cité, le ministre des Infrastructures et des Transports annonce la construction prochaine d'un autre pont à Saint-Louis. Avec la réalisation du second pont de Saint-Louis que nous sommes en train d'attendre et qui certainement fera partie du programme du plan d'action prioritaire numéro 3, c'est-à-dire 2024-2028. Donc Saint-Louis a besoin d'un deuxième pont. C'est l'appel solennel que je lance à l'endroit de M. le Président de la République, qui d'abord, effectivement, a donné son accord pour la réalisation de ce deuxième pont. Aujourd'hui, Ageroute est en train de travailler avec des partenaires pour que ce deuxième pont-là puisse se réaliser dans les meilleurs délais. Au-delà des infrastructures, le maire de Saint-Louis annonce la poursuite des travaux d'embellissement de la place Bayadar, ex-place Faidherbe. Et puis la Banque mondiale et le ministère autrichien des Finances et du Budget ont lancé le programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière. Ce programme, piloté par l'Ordre national des experts comptables, vise à améliorer la pratique professionnelle des techniciens comptables au service des entités du secteur parapublic, public et privé. Explication Khadija Nadjouf. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans le but d'améliorer les compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière, la Banque mondiale et le ministère autrichien des Finances ont lancé le programme FASE au Sénégal. Ce programme sera piloté par l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés ONECA. Formation financière fiable est au cœur du développement. Et on ne peut pas parler d'information financière fiable en l'absence de comptables bien formés sur le plan pratique, professionnel et par rapport aux règles d'éthique et de déontologie. Dans le cadre du renforcement des capacités des diplômés BTS, DUT, licence ou diplôme équivalent, par une formation d'une durée de 9 mois, dont 3 mois de théorie inculquée par des experts comptables, et 6 mois de pratique professionnelle au sein des cabinets. La 3FPT participe à ce projet qui promeut l'emploi et l'employabilité des jeunes en appuyant leur formation pratique en comptabilité et gestion financière. Nous ne pouvions qu'embarquer parce que justement on avait une perspective claire que nous allions former vers une formation très utile parce que ce sont ça nos orientations. Donc, nous avons nos produits. Aujourd'hui, quand l'ONECA forme à une certification, ils prennent des jeunes qui sont déjà formés dans des écoles de comptabilité, qui ont le diplôme, mais qui n'ont peut-être pas forcément la pratique. Et c'est toute l'audace et toute l'innovation que revêt ce programme. Le ministère des Finances compte aussi accompagner ce projet qui, pour lui, entre dans le cadre de la politique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Donc il faut effectivement en même temps rappeler que le rôle du ministère, c'est également de faire en sorte que tous les parties prenantes, notamment les partenaires financiers, puissent dérouler leurs activités dans les meilleures conditions. Et de cette initiative qui vient à son heure et qui entre, comme on l'a rappelé tout à l'heure, en droite ligne de la politique du gouvernement en matière d'amélioration de l'employabilité des jeunes. Le programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière sert à combler davantage d'une manière pratique le déficit de compétences des techniciens en comptabilité et finances, diplômés en BTS, DUT et licence pour servir le secteur public, parapublic et privé. La semaine nationale consacrée à la petite enfance a démarré hier lundi, prétexte pour nous de nous intéresser ce soir à l'éducation des tout-petits en enfants qui insultent. Est-ce par inconscience ou manque d'éducation? Qui devrait-on tenir responsable de ce comportement de l'enfant? Des questions ont été posées à des Sénégalais dans ce reportage de Ndeyanta. Nous croisons ces petits-enfants qui jouent dans les rues de la Médina. Dans cette famille, on s'inquiète de l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Notre interlocutrice tente de donner quelques explications. C'est l'entourage familial qui décrit l'enfant. Il ne connaît pas ce qui est bien ou mal. Il répète juste ce qu'il voit ou entend. Nous, les parents, devons revoir nos comportements devant les enfants. On ne doit pas dire de gros mots devant eux.
Cette grand-mère donne une leçon qui peut aussi pousser les enfants à être sages avec leurs parents. L'éducation de les enfants, avant là, les mamans, quand une maman parle là, un enfant comprend. Mais on ne connaît pas pourquoi la maman même parle, l'enfant l'insulte, il s'en va au dehors. Et puis ça continue au dehors. Donc c'est ce qu'on veut que ça finisse. Les mamans n'ont qu'à prendre les responsabilités pour les enfants. L'éducation de les enfants, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on veut que l'éducation d'avant n'a qu'à revenir. L'islam n'a qu'à prendre responsabilité pour éduquer les enfants. Pablay Camara lance un appel aux parents et leur demande de bien veiller à l'éducation des enfants. Je demande aux parents de veiller à l'éducation de leurs enfants, car c'est très important. L'enfant est l'avenir de demain, donc on ne doit pas démissionner sur leur éducation. La semaine nationale de la petite enfance de cette année a pour thème l'éducation à la paix dès la petite enfance. Sur cet aspect, certains pointent l'entourage familial et d'autres évoquent la démission de certains parents sur l'éducation de leurs enfants. Ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal est allée à la rencontre d'une spécialiste des perles. Elle s'appelle Oumy Fall et avec des perles, elle fait toutes sortes d'accessoires et objets de décoration, sacs, chaussures, pochettes, pots de fleurs et même des nappes, tout réalisé à la main. Aïssatou Kane et Moussa Fall sont allés à sa rencontre. Originaire de Casamance, Oumy excelle dans l'art délicat du perlage, façonnant avec passion une variété d'articles tels que des sacs, nappes, sets de table et porte-mouchoirs, tout en étant armé d'un fil, de perles fines et d'un support de table. Initialement monitrice, cette femme déterminée à pivoter vers le perlage en 2019 transforme sa passion en gagne-pain. Je suis dans métier depuis 2019, mais je ne sais pas parce que je suis cours à l'école maternelle. J'évolue dans ce métier depuis 2019, mais je ne m'y étais pas consacrée car je donnais des cours dans les écoles maternelles. Maintenant, en tant que mère de famille, je me suis dit que je reprendrais le perlage pour éduquer mes enfants. C'est quelque chose que j'avais appris et c'est avec le temps que je me suis perfectionnée. Chaque création est le fruit d'un travail minutieux, entièrement réalisé à la main. En l'espace de 2 jours, Mimi donne naissance à des sacs d'une qualité exceptionnelle. Effectivement, il y a le temps parce que cela prend du temps car c'est fait à la main. Si nous voulons quelque chose de joli et de qualité, il faut s'y consacrer. Je peux faire un sac en 2 jours. Je remercie mon mari car c'est grâce à lui que le commerce fonctionne. Les prix reflétant l'artisanat et l'attention aux détails varient entre 10 000 francs et 30 000 francs CFA. Bien qu'elle parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, les réalisations d'Oumy restent limitées à ses sphères. J'ai réalisé pas mal de choses. En tout cas, je sais que j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Parfois, je rencontre des difficultés à cause des ruptures de matériel. Nous avons du mal à obtenir les perles. Rupture de matériel. Toutefois, derrière Mimza Création, la propriétaire a débuté avec seulement 4 500 francs. Un financement pourrait lui permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives et ainsi d'élargir son entreprise. Avec 4 500 francs, parce que j'ai démarré avec 4 500 francs CFA. J'avais utilisé l'argent destiné aux dépenses de la maison. J'ai acheté 2 paquets de perles et puis ça a marché petit à petit. Si j'arrivais à obtenir un financement pour élargir mon entreprise,
Cela m'aiderait vraiment en à faire une grande entreprise. Alors que son talent éblouit déjà, un financement pourrait bien être la perle rare pour étendre l'éclat de son entreprise vers de nouveaux horizons. Un bel exemple que réussir au Sénégal est tout à fait possible. Aïssatou Kane, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je rends l'antenne à l'équipe de RSA. Retour sur l'actualité, Baba Ndiaye et ses chroniqueurs. Merci et à demain.